Bonjour à toutes et à tous, je suis Justine, UX Researcher, et bienvenue dans Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Bérangère, également UX Researcher à l'agence. Salut Bérangère. Salut Justine. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Grenier, docteur en psychologie cognitive et en ergonomie. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité, Justine et Bérangère. C'est avec plaisir. Avant de commencer Guillaume, si jamais il y en a qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement ? Oui, donc je m'appelle Guillaume Grenier, je suis chercheur dans un centre de recherche au Luxembourg qui s'appelle le Luxembourg Institute of Science and Technology. J'ai un bagage en psychologie appliqué aux interfaces homme-machine, on parlerait plutôt de user experience aujourd'hui. Voilà, et puis j'interviens sur différents projets qui touchent de manière générale à la psychologie, à l'ergonomie, au design de l'expérience utilisateur, à l'acceptation des technologies. C'est plutôt mes domaines de prédilection. Et tu viens de sortir récemment le livre « Évaluer l'expérience utilisateur, préparer, diffuser et analyser vos enquêtes et questionnaires UX » qu'on vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait. Et donc dans ce livre, tu présentes de nombreux questionnaires, tu as participé à l'adaptation et la traduction de certains d'entre eux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette démarche ? Alors, la démarche déjà de construction d'un questionnaire, elle va passer en fait par une démarche qui ressemble un peu à tout ce qui est design thinking, c'est-à-dire une démarche itérative où on va en fait créer, inventer ou s'inspirer de la littérature. On va créer des items et puis on va en fait les tester. Et petit à petit, on va les affiner, on va faire une sélection aussi de ces items-là en les supprimant pour ceux qui nous conviennent pas. Petit à petit, donc à chaque fois dans une démarche itérative et avec une phase en quelque sorte d'évaluation de ces items. Ça repose donc sur un paradigme qu'on appelle le paradigme de Churchill et ça sert à créer les questionnaires. Et quand on est dans une démarche de traduction ou d'adaptation d'un questionnaire, on est dans une démarche assez similaire en fait. On considère que quand on fait une traduction, on recrée un questionnaire un peu de toutes pièces. Donc on a une démarche de traduction avec des experts. La traduction en elle-même, c'est pas le plus compliqué en fait. On fait appel à ce qu'on appelle un comité d'experts ou à plusieurs. Chacun va faire sa traduction de son côté et puis on va avec les experts faire une sorte de convergence de ces traductions. Et en fait, ce qui va être le plus lourd, c'est de valider du point de vue statistique, du point de vue psychométrique, le questionnaire que l'on a traduit pour s'assurer que la traduction corresponde bien, en termes de propriétés statistiques, psychométriques, corresponde bien au questionnaire original. Donc la traduction, en fait, elle repose sur, à nouveau, une démarche itérative où on va tester et chercher à valider le questionnaire traduit et on va regarder quelques indicateurs, en fait, purement statistiques pour, à la fin, se dire, OK, le questionnaire traduit, il a bien les propriétés du questionnaire original et on peut, du coup, l'utiliser en toute confiance, on va dire. Et du coup, à ce niveau de l'analyse psychométrique, donc vous allez la refaire plusieurs fois, c'est ça, pour essayer de voir jusqu'à ce que vous ayez une mesure fiable ? Oui, il peut y avoir effectivement, on va la faire 2-3 fois. Souvent, c'est presque comme un test utilisateur. On a parfois 2-3 itérations en changeant à chaque fois les items. Alors, on va chercher à changer si ça va pas bien dès la première version. On va changer les formulations. Et puis, effectivement, on va regarder si, en fait, il y a une bonne fidélité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une convergence des items, c'est-à-dire est-ce qu'ils mesurent tous la même chose et on va s'assurer aussi qu'on a la même structure en fait factorielle, c'est-à-dire que si le questionnaire original a plusieurs mesures, a plusieurs concepts qu'il mesure, c'est le cas de beaucoup de questionnaires, souvent ça mesure des sous-concepts, eh bien on va s'assurer que la traduction, elle mesure également ces sous-concepts. Et d'ailleurs, on se rend compte que le questionnaire standardisé n'est pas toujours pris au sérieux auprès de nos clients. Certains vont nous demander de changer l'ordre et les questions ou vont remettre en cause les résultats qu'on va obtenir à l'issue de ce questionnaire. Si ça t'est déjà arrivé, quels sont les arguments que tu vas donner dans ces cas-là, en fait ? C'est sûr que ça arrive souvent parce qu'en plus, parfois, les questionnaires standardisés, ils sont un peu longs. Donc, le client peut dire, on va le raccourcir un peu. Et puis, cette question-là, je l'aime pas trop formulée comme ça. On pourrait la changer. C'est sûr que c'est embêtant parce que du coup, on risque
d'avoir un questionnaire qui n'est plus totalement fiable. Et quand il n'est pas fiable, on n'est plus à nouveau sûr de mesurer ce qu'on veut vraiment mesurer. Donc, par exemple, la facilité d'utilisation ou le caractère hédonique d'un produit, etc. Donc, souvent, moi, j'essaye d'avoir une démarche un peu pédagogique auprès des clients en expliquant déjà qu'un questionnaire, quand il est validé scientifiquement, donc quand il est standardisé, eh bien, il a dans sa validation, on est certain que tous les items mesurent une même chose, un même construit, un même facteur, et on est certain également que ce facteur, c'est bien ce qu'on est censé mesurer, c'est-à-dire par exemple donc la facilité d'utilisation ou le caractère hédonique. Et du coup, alors il y a une métaphore que j'aime bien, qui est peut-être un peu compliquée à expliquer comme ça à l'oral, qui est la métaphore de Chapanis sur les questionnaires, qui dit que si on prend l'image d'un tireur d'élite, le tireur d'élite, il va tirer dans une cible. Et il va chercher à viser le centre de la cible, bien sûr. Et il va avoir plusieurs tirs. Et il faut imaginer qu'un tir, c'est l'item d'un questionnaire. Et on peut avoir donc des tirs qui sont groupés. Donc dans ce cas-là, les items sont groupés. Ils mesurent la même chose. Donc ça c'est une chose, c'est ce qu'on appelle la fidélité du questionnaire. Et la deuxième chose, c'est quand les items sont groupés, le tireur d'élite va essayer de centrer au maximum ses tirs vers le centre de la cible. Et ça, c'est la validité, c'est-à-dire, on mesure bien, on tire dans le mille en quelque sorte, pour reprendre cette image-là, on mesure bien ce qu'on est censé mesurer. Et donc ça, c'est la validité, et c'est ces deux aspects qui sont importants dans la construction d'un questionnaire. Et du coup, je leur dis, si vous retirez à ce tireur d'élite des cartouches, il a moins de chances de tirer dans le mille, d'atteindre sa cible. Et c'est pareil pour un questionnaire. Si on modifie ou si on enlève des items, on risque d'avoir un questionnaire qui ne mesure peut-être pas le concept que nous, on veut mesurer. Et en plus, dans les autres arguments aussi que je donne, c'est que les questionnaires, ils sont construits pour se prémunir de billets de complétion, plutôt. Il y a plein de billets en fait de complétion, c'est-à-dire que dans les plus connus, généralement, on a parfois tendance à avoir des notes, ce qu'on appelle le billet de réponse extrême. On a plutôt tendance à répondre pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord et un peu écarter les points du milieu. On a aussi un autre billet assez connu, c'est le billet d'acquiescement, où on a plutôt tendance à répondre oui aux choses. Et les questionnaires, tels qu'ils sont construits, ils cherchent à se prémunir de ces billets-là en insérant, par exemple, des items inversés ou d'autres aspects. Mais en tout cas, toute la construction des items, elle permet d'avoir la réponse la plus neutre possible et se prémunir donc à nouveau du maximum de billets. Donc c'est pour ça que modifier un item, ça va à nouveau fragiliser les questions qu'on va poser en fait. Ok, moi je vais retenir cette image du tireur d'élite qui est assez parlante. Merci pour cet argument. Est-ce que tu pourrais nous donner des retours d'expérience sur la mise en place de questionnaires au sein de tes projets sur lesquels tu as travaillé, notamment quand on s'était rencontrés pour préparer le podcast, tu nous avais parlé d'une situation intéressante dans le domaine bancaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que effectivement, parfois, on a des questionnaires qui sont pas parfaitement adaptés au domaine auquel on l'applique. On les utilise parce qu'ils sont assez connus ou parce que en fait dans notre boîte à outils de questionnaire, on n'en connaît que quelques-uns. Mais je pense effectivement à un cas où pour le domaine bancaire, donc on utilisait l'Attractif, qui est un questionnaire l'un des plus connus et le plus connu, je pense, pour mesurer l'expérience utilisateur. Mais en fait, dans l'Attractif, il y a des items, il y a des questions qui correspondent peu ou mal au domaine bancaire. C'est-à-dire que quand on vient mesurer la qualité d'une application ou d'une application mobile ou d'une application sur desktop, on a par exemple des items comme audacieux prudent ou novateur conservateur. Audacieux prudent, pour l'Attractif, quand un système est audacieux, c'est positif. C'est un aspect qui est important et qui va améliorer l'expérience utilisateur.
Mais dans le domaine bancaire, les utilisateurs, ils ont plutôt tendance à attendre d'une application bancaire qu'elle soit plutôt prudente, pas forcément audacieuse, ou qu'elle soit plutôt conservatrice et pas novatrice. Or, à nouveau, un conservateur, c'est plutôt négatif pour l'attractif, mais pour les utilisateurs d'une application bancaire, conservateur, c'est plutôt un aspect positif. Donc, ça montre que tous les questionnaires sont pas forcément adaptés à toutes les situations, toutes les applications possibles et qu'il faut bien choisir son questionnaire en fait. Ou éventuellement, parfois, ça arrive de devoir construire en fait de nouveaux questionnaires. Et justement, est-ce que selon toi, on peut se rendre compte avant de mettre en place l'outil ou c'est vraiment en testant qu'on va comprendre que c'est pas forcément le bon outil ou le bon item? On peut le savoir un peu avant, simplement en lisant les questions et se dire celle-là, elle est peut-être un peu bizarre par rapport à ma situation. Maintenant, hein, dans l'exemple avec l'attractif, on s'attendait pas, en tout cas, à avoir ce genre de réponse. Et c'est après coup, en voyant que c'était difficile d'augmenter certains scores, que on s'est rendu compte que, oui, en fait, plus l'application, on va dire, était meilleure, plus les utilisateurs cochaient négativement certains items. Mais pour eux, c'était positif. Donc, il y a certaines choses où on ne peut le savoir qu'en l'appliquant, en fait. Et justement, d'après ton retour d'expérience, toujours, on sait que ça peut être complexe de faire évaluer l'expérience utilisateur à certaines tranches de la population. On pense notamment aux enfants, par exemple, qui vont être un public pour lequel il faut parfois adapter les méthodes. Est-ce que tu as pu travailler, toi, sur ces sujets-là Oui, j'ai travaillé un peu sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai que c'est une vaste question parce que les enfants, ils ont du mal à poser des nuances dans leurs réponses. Donc, ils vont avoir plutôt tendance à dire oui, je suis tout à fait d'accord ou non, je suis pas du tout d'accord, et à pas utiliser les scores, les points entre les deux extrêmes. Et puis, ils ont aussi plutôt tendance à répondre oui, ce qui est normal parce que souvent, c'est un enseignant ou un adulte qui leur fait passer ce questionnaire et il peut y avoir un peu d'intimidation, on va dire. Donc, il n'y a pas en tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé de remède miracle pour les enfants et ce type de public en particulier. Maintenant, par exemple, il y a quand même des études qui sont menées là-dessus, des recherches. Il y a des questionnaires qui sont connus, qui ont été adaptés pour les enfants. Oui, j'ai oublié de préciser, mais aussi pour les enfants, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de compréhension, de vocabulaire, des questions, bien évidemment. Et je pense par exemple au questionnaire UEQ, qui est le User Experience Questionnaire, qui est un questionnaire assez connu également, qu'on peut trouver librement sur Internet. C'est son business model comme ça, qui est traduit dans plein de langues. En plus, il y a le UEQ Plus qui est sorti il y a moins d'un an, où il y a plein de mesures différentes en dehors de l'expérience utilisateur. Et il y a une version uniquement à base d'emoji de ce questionnaire-là. Il n'y a pas tous les items, en fait, dans les chercheurs qui ont fait cette adaptation à base d'emojis n'ont pas pu placer d'emojis pour tous les items, mais ils ont une version qui fonctionne malgré tout, avec des emojis qui sont bien compris. Donc, c'est vraiment les emojis hyper classiques qu'on trouve sur nos téléphones. Ils n'ont pas créé d'emojis particuliers et ça marche bien. Du coup, ça crée déjà quelque chose qui est vraiment attractif pour les enfants, que j'ai déjà utilisé pour tester un prototype, mais de quelque chose d'un peu complexe à expliquer comme ça, mais une sorte de tapis numérique. Et ça marchait très très bien en fait. Les enfants, déjà ça leur donnait envie de répondre au questionnaire, et en plus les icônes sont compréhensibles. Et voilà. Donc ça marche pas trop mal. Et il faut toujours rester vigilant à pouvoir, et ça ça vient, ces emojis qui viennent montrer des extrêmes, ça vient un petit peu en contradiction avec d'autres études qui disent plutôt que les enfants, il faut leur dire précisément
quelles sont les nuances de chacun des points d'une échelle de Likert. Donc de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, il faut vraiment leur dire, voilà, ça c'est pas du tout d'accord, ça c'est un petit peu pas d'accord, etc. Et c'est comme ça que les enfants répondent avec le plus de nuances. Mais du coup, avec 2 émojis opposés, on n'a pas ces nuances-là, bien sûr. Mais voilà, ces 2 aspects aident, donc des émojis, des nuances qui sont clairement expliquées sur une échelle de Likert, par exemple. Et puis, je pense aussi, on a, avec un collègue, Stéphane Faïda, travaillé sur un questionnaire que moi m'intéresse beaucoup parce qu'il mesure l'expérience eudaimonique dans le contexte scolaire, c'est-à-dire le bien-être des enfants dans le système scolaire. On sait, même si on a l'impression que c'est pas toujours appliqué, mais que plus l'enfant est heureux, on va dire, à l'école, plus il se sent bien dans son groupe, dans sa classe, dans ses études, et mieux il va apprendre, en fait. Et du coup, ce questionnaire-là, il y a un gros effort qui est fait, c'est une étude qui est toujours en cours, pour avoir donc c'est des questions qui sont posées aux enfants. Il faut du coup des questions qui soient le plus simples possible, mais qui viennent aborder des concepts un peu complexes, le bien-être à l'école, savoir si on se sent bien dans un groupe, savoir si on se sent pas jugé dans une évaluation, etc. C'est pas évident. Et voilà aussi, il y a des questions qui se posent comme combien de points on donne, combien de nuances on donne en termes de réponse. Plus il y a de nuances, plus ça peut être compliqué de se positionner aussi pour un enfant. Voilà. Mais là, on est resté pour ce questionnaire particulier qui s'appelle le KISS, QEES. On est sur quelque chose d'assez standard avec des points de 1 à 5, mais on a vraiment décrit chacun des points pour les enfants. D'accord. Vous n'avez pas ajouté d'émojis ou de smileys Non, là, pas pour cet aspect-là, pas pour ce questionnaire-là. Voilà, d'un commun accord, on s'est dit, bon, allez, là, on va pas chercher à illustrer. Parfois, ça peut, à l'inverse, un peu complexifier la compréhension, en fait, des phrases. Un autre de tes sujets pour lesquels tu as mené des recherches, c'est la persuasion technologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu le mets en place au sein de tes projets ? Alors, la persuasion technologique, pour la résumer simplement, c'est utiliser les technologies pour encourager les utilisateurs de cette technologie à changer de comportement. Donc on est vraiment sur la persuasion de manière générale en psychologie sociale, changement de comportement, et technologique parce qu'on va utiliser une application mobile, un site web ou d'autres formes de technologie pour ça. Alors actuellement, effectivement, je mets en place ce type de concept, de recherche sur la persuasion technologique dans le cadre d'une application qu'on a développée, là où je travaille, au LIST, pour encourager les citoyens à avoir des consommations d'électricité plus flexibles, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes puissent consommer leur électricité plutôt sur toute la journée et en dehors des pics de consommation qui sont généralement entre 17h et 20h. Donc parce que les gens arrivent chez eux, ils branchent leur chauffage, ils mettent à faire préchauffer le four, etc. Ils font la cuisine, tout ça, ça consomme de l'énergie électrique. Et le plus dur à gérer pour le réseau électrique, c'est ces pics de consommation. Et en ce moment, et puis ça ne fera bien sûr que s'aggraver, on a l'arrivée des véhicules électriques qui sont des gros consommateurs d'électricité. Et là aussi, les comportements classiques, c'est on rentre chez soi, on branche son véhicule électrique, on le met en charge, et puis c'est tout, on n'a pas besoin d'y penser. Donc il y a de plus en plus maintenant de véhicules électriques qui ont des recharges intelligentes, comme nos téléphones en fait, qui étalent la consommation ou qui se mettent en charge au moment où il y a moins de consommation d'électricité, donc plutôt à des périodes après 21h par exemple ou 22h. Mais ça peut... Quand on n'a pas ces systèmes-là automatiques, il faut changer les états d'esprit, en fait. Parce que quand on discute avec les gens, souvent, quand ils rentrent du travail, déjà, ils ont
plus envie de penser à brancher leur véhicule, donc ils le font tout de suite en arrivant. Ils ont aussi des contraintes, on va dire, du stress, en se disant, mais si je mets pas tout de suite en charge mon véhicule et que je dois le reprendre en urgence le soir, eh bien, s'il n'est pas chargé, je vais être embêté, donc je vais tout de suite le mettre en charge. Et donc tout ça, on essaye de changer ces attitudes, ces comportements-là, en proposant donc une application qui vient proposer chaque jour une petite activité. Ça peut être un défi. Aujourd'hui, par exemple, je branche mon véhicule électrique si on en a un plus tard dans la soirée. Ou aujourd'hui, je programme mon lave-vaisselle pour le lancer après 21h ou pendant la nuit. Aujourd'hui, j'éteins tous mes appareils en veille. C'est des choses vraiment très simples, il y en a plein d'autres, ça c'est les plus évidentes, mais ça peut être des conseils de ce type, enfin des défis. Ça peut être aussi donc des conseils en disant pendant les journées ensoleillées, là on peut mettre en place des consommations un peu plus importantes parce qu'on a de plus en plus d'énergie solaire et l'énergie, on sait que ça se stocke très très mal, donc il vaut mieux consommer l'énergie quand elle est là. Et quand on a par exemple du vent, quand on est dans un contexte assez éolien, là on peut consommer un peu plus d'énergie. En tout cas, mettre des choses en charge ou consommer de l'énergie électrique dans ces moments de production d'énergie un peu plus importante. Et puis, dans cette application, il y a plein d'autres choses. Il y a des quiz pour sensibiliser, pour intéresser les personnes, pour leur faire prendre en fait un peu plus de connaissances, pour leur donner un peu plus de connaissances sur la consommation d'électricité. Et puis, on leur donne aussi des conseils pour diminuer leur consommation. Voilà, ça c'est de la persuasion technologique. À nouveau, c'est trouver des moyens personnalisés. Nous, on a mis en place par rapport au profil des personnes différents conseils, différents quiz, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont être très sensibles à des arguments plutôt environnementaux. Et puis d'autres personnes qui vont être plutôt sensibles à des arguments financiers, budgétaires. Et pour ces personnes-là, du coup, on va s'adresser différemment à eux. Voilà, donc c'est pour résumer ce projet-là. Super intéressant, mais du coup, pour voir les effets justement de la persuasion technologique, comment vous allez regarder, et j'imagine aussi qu'il y a un côté sur le long terme aussi, s'assurer que ces comportements-là restent sur le long terme. Est-ce qu'il y a des choses à savoir Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça va être le plus difficile. On part du principe, on l'invente pas, mais que cette flexibilité énergétique, donc lisser sa consommation électrique, elle repose beaucoup sur les connaissances que l'on a. C'est ce qu'on appelle l'énergie littératie, donc les connaissances que l'on a vis-à-vis de l'énergie électrique. Donc, ce que l'on fait, parce que c'est facile à faire, ça, c'est qu'on mesure régulièrement les connaissances. On pose en fait, on a une sorte de questionnaire qui fait une quinzaine de questions. Et puis régulièrement, on repose. Alors, on reformule un peu différemment les questions, on les présente dans un autre ordre, mais on vient évaluer du coup cette connaissance sur l'énergie. Et l'autre mesure que l'on a également, qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais c'est que on peut se connecter à des smart meters en fait, des appareils qui sont sur les appareils sur les compteurs en fait électriques des citoyens, et on peut là très finement mesurer leur consommation électrique sur une journée. Donc ça, on peut effectivement corréler. Est-ce que l'application, par rapport au début, là on est sur une phase pilote où on demande aux personnes d'utiliser cette application pendant 3 mois, et on mesure au début, avant les 3 mois, au milieu et à la fin, est-ce qu'on a un changement des comportements dans la consommation d'électricité sur la journée. Et tu as aussi écrit des articles sur l'acceptation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet ? Alors oui, j'ai écrit quelques articles sur l'acceptation des interfaces de manière générale. J'ai quelques projets, mais c'est peut-être courant chez les UX designers, des projets où on me demande, où des entreprises me demandent, comment on peut faciliter l'acceptation d'un système qu'on vient mettre en place dans une entreprise
parce que l'une des craintes, c'est que ce système soit mal utilisé ou pas utilisé, qu'il soit un peu boudé par les utilisateurs. Donc bien sûr, en entreprise, ils sont quelque part un petit peu forcés à l'utiliser, mais quand on a investi plusieurs milliers, centaines de milliers ou millions d'euros dans un système, on a envie qu'il soit pleinement utilisé. Et donc, bah oui, ça c'est de l'acceptation. Il n'y a pas de recette miracle. On sait que l'acceptation, en fait, ça repose sur l'utilité du système. Est-ce que ça sert vraiment mon travail? Et puis la facilité d'utilisation. Donc ça, c'est des mesures que je fais aussi régulièrement. Mais je pense aussi à l'acceptation, ça peut concerner plein d'autres technologies. Et j'ai pas mal travaillé sur l'acceptation d'une technologie particulière qui est la voiture autonome, la voiture sans conducteur, qui est une technologie qui arrivera peut-être un jour en France, en tout cas qui est déjà implémentée dans d'autres villes dans le monde. Je pense à San Francisco où il y a une grosse flotte de véhicules autonomes qui sont des espèces de robotaxis. Donc on fait appel à l'aide d'une application à un de ces taxis-là. Et puis il y a personne au volant et on s'assoit à la place du conducteur. Non, pardon, pas du conducteur, c'est interdit, du passager où on se met derrière. On n'a pas le droit de se mettre donc à la place du conducteur qui n'est pas là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demande comme ça à un public, est-ce que eux prendraient un véhicule comme ça sans conducteur? Eh ben, il y en a assez peu. Il y a, on va dire, les 2/3 qui ne lèvent pas la main, en fait, qui sont plutôt craintifs des véhicules autonomes. Donc ça, c'est une forme d'acceptation. En tout cas, j'ai travaillé sur qu'est-ce qui fait peur, en fait, en dehors des aspects sécuritaires. Bien sûr, c'est un facteur important, mais il y a des personnes aussi qui ont peur que les véhicules soient, par exemple, piratés et que leur course soit pris en charge par quelqu'un de malhonnête, ou que leurs données soient capturer, leurs données, je ne sais pas, s'ils rentrent dans un véhicule qu'on puisse capturer ou pirater leurs données bancaires ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a des craintes comme ça assez générales. Il y a des craintes aussi vis-à-vis des passagers, mais vis-à-vis aussi des personnes qui sont à l'extérieur des véhicules, les piétons notamment, traverser devant un véhicule sans conducteur. Les grandes questions qui se posent, c'est est-ce que le véhicule il va vraiment me laisser passer si je m'engage sur le passage piéton? Est-ce que il va pas redémarrer alors que je suis en train de traverser? Quand il y a un conducteur, je peux lui faire signe. On peut avoir une sorte de communication implicite. Mais s'il n'y a pas de conducteur, comment ça va se passer? Et là aussi, c'est une forme d'acceptation et on travaille sur des solutions qu'on peut apporter pour faciliter ces communications entre piétons et véhicules ou entre passagers et véhicules. Comment on peut améliorer le confort? Comment on peut améliorer la perception de la sécurité? Voilà, il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais il y a encore beaucoup à faire en fait, parce que ça arrive. On a en France pas mal de bus autonomes, des minibus, des petites navettes qui circulent sur des trajets assez courts, mais il y en a quelques-uns comme ça de minibus. Il y en a un sur le campus de Rennes, il me semble. Rennes, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble bien. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé ce moment avec nous. Avant de te laisser, on aimerait te poser notre traditionnelle question. Dans le monde qui t'entoure, personnellement ou professionnellement, qu'est-ce qui t'a bluffé ou marqué dernièrement? Oui, professionnellement en fait, je pense comme ça à une thèse à laquelle j'ai participé en tant que membre de jury, que j'ai trouvé intéressante et peut-être novatrice, peut-être que ça s'immiscera dans les technologies de demain. C'était une thèse qui faisait le lien entre la personnalité des utilisateurs, donc vraiment par rapport à un modèle qu'on appelle le Big Five, qui est un modèle classique de description de la personnalité. Voilà, est-ce qu'on est extraverti, introverti, est-ce qu'on est plutôt consciencieux ou est-ce qu'on est plutôt dans l'action, etc. Et il faisait le lien entre la personnalité et la manière dont les utilisateurs interagissaient avec la souris, donc avec des micro-mouvements. L'objectif étant de déterminer par avance la personnalité de quelqu'un à travers le mouvement qu'il fait de la souris. Et quand on peut déterminer sa personnalité, eh bien, on peut lui proposer des contenus adaptés en fonction de cette personnalité. Donc, par l'intermédiaire des micro-mouvements de la souris, déterminer la personnalité et là proposer sur un site, sur une application,
eh bien des menus, des contenus adaptés à la personnalité de la personne. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrivera. En tout cas, la personnalisation, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Hein. Ça peut toucher beaucoup de domaines. Mais souvent, la question, c'est comment on adapte, à part poser quelques questions à la personne ou lui demander de faire des choix d'interface, de menu. Si on arrive à détecter comme ça le profil d'une personne instantanément, en tout cas en quelques secondes, parce que ça allait très très vite, je me suis dit que ça pourrait peut-être révolutionner un peu nos interactions. Effectivement. Est-ce que cette thèse, elle est publique? Est-ce qu'on pourra y avoir accès? Alors, cette thèse, elle est pas publique parce elle a été faite avec une entreprise qui va exploiter ces données-là. Okay. Par contre, il y a sûrement un article, quelque chose qui va être rédigé par rapport à ça. À ma connaissance, c'était pas encore le cas, et je pourrais vous l'envoyer pour l'intégrer au podcast. Ah, super, ça pourrait être intéressant. Eh bien, merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé ce moment avec nous. On est ravis d'avoir pu en apprendre plus sur les questionnaires standardisés et toutes leurs démarches, ainsi que tes sujets de prédilection. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce nouveau podcast. Nous espérons que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes et les conseils de nos invités. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr.